Depuis 5 ans, le magazine Respirer Sport milite pour le développement des sports nature et le partage de défis sportifs solidaires. Tout a commencé en 2019 lorsque toute la communauté Respirer Sport a décidé d'aider Puvini, une athlète sri-lankaise, à participer au championnat du monde Ironman 70.3 à Nice. Grâce à vous, nous avons pu la soutenir financièrement pour l'équiper d'un vélo et l'accueillir en France. Ce fut de plus surtout l'occasion de mettre en lumière la cause des femmes au Sri Lanka. En 2020 et 2021, nous avons cette fois-ci aidé le club d'athlétisme d'Antsirabe à Madagascar, qui rassemble des tireurs de pouce-pouce en les soutenant durant le Covid, pour les aider à se nourrir et à financer leur pouce-pouce. Cette année, le défi que nous vous lançons répond à nos valeurs de famille, de solidarité et de dépassement de soi. L'idée est de soutenir l'association On détonne contre Huntington, dont je vous laisse découvrir la cause. Merci d'avoir pris un petit peu de temps pour qu'on échange tous les trois. Donc peut-être déjà, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter l'association et un peu la cause qui vous anime ? Donc moi je m'appelle Théo Pouillet. Actuellement cette année j'étais en terminale générale, donc j'ai obtenu mon baccalauréat et donc l'année prochaine je pars à l'IUT de Caen. Voilà, et je suis vice-président de l'association On détonne contre Huntington. Moi, je suis Charline, j'ai 22 ans, je suis en école de commerce à Rouen. Là, j'entame ma dernière année d'études en alternance chez Paris 2024. Et voilà, je suis présidente de l'association On détonne contre Huntington. Donc, On détonne contre Huntington, c'est une association toute jeune qui a seulement quelques années et qui a pour but de faire parler de la maladie de Huntington dont est atteint notre papa. Donc, il s'agit d'une dégénérescence neurologique héréditaire incurable et orpheline. Donc, ça concerne à peu près 7000 personnes en France et on la soigne pas aujourd'hui. Donc, nous, notre objectif, c'est de faire un maximum de bruit pour faire parler de cette maladie, et la manière dont on s'y prend, c'est qu'on fait des défis sportifs. On met chaque année, une fois par an, notre corps à l'épreuve autour de défis sportifs extrêmes. Alors oui, justement, quels ont été les défis depuis la création de l'association, et je crois que vous les avez fait ensemble. Oui, c'est ça. Donc les précédents défis, donc Charline, une première année, a gravi le Mont Blanc sans entraînement. Avec un très bon ami d'enfance, de notre papa qui s'appelle Nicolas, et un guide. L'année suivante, nous avons traversé tous les deux, et aussi avec l'aide d'une équipe logistique bien sûr, on a traversé la France à vélo en une semaine, donc soit 1000 km en 7 jours. L'année suivante, on a décidé de se lancer le pari de rejoindre justement chez nous à Paris en courant. Donc soit 5 marathons en 48 heures. L'été dernier, nous avons décidé de faire pas moins d'un tour de France, c'est-à-dire qu'on a traversé l'Europe à vélo, donc, ce qui représente environ 3000 km, donc en partant de l'Espagne, donc de Pampelune, pour rejoindre Oslo en Norvège, tout ça en 15 jours. Et cette année, le défi, c'était de gravir le Kilimandjaro, donc avec une équipe de 30 personnes, et dont le personnage principal, c'était notre papa. Et donc voilà. Et je crois que c'était la première fois que votre papa participait aux épreuves sportives. Oui et non, parce qu'en fait, ça fait quelques années qu'on l'a inclus. Il nous rejoint sur les défis pour nous porter, pour nous soutenir un peu. Notamment quand on avait fait les 200 km de course à pied, il avait fait le dernier marathon avec nous, sans aucun entraînement. L'année dernière, quand on a traversé l'Europe à vélo, il nous a rejoints à Paris. C'était le jour de son anniversaire, donc on a fêté son anniversaire à Paris. Mais oui, c'est la première année où il est au cœur du défi et où, en fait, tout le défi s'organise autour de lui. Et donc le défi du Kilimandjaro, en termes de préparation, ça a demandé une préparation particulière, notamment en altitude et le fait d'être là pour le coup à l'étranger. Ouais, alors en fait, le Kilimandjaro, c'est un sommet quasiment à 6000 mètres, donc ça demande beaucoup de préparation. On avait tous un programme d'entraînement à suivre. Et en fait, le papa est la personne sans doute qui a le plus suivi le programme d'entraînement avec le plus de soins.
Donc lui, sa préparation a été vraiment totale. Préparation physique, préparation aussi médicale, entre guillemets, parce qu'il était suivi par un kinésithérapeute. Et il suivait une batterie de tests et d'examens médicaux en parallèle pour être sûr qu'il n'y avait pas de contre-indication par rapport à la maladie. Par rapport à la maladie. Et en termes de logistique, j'ai cru comprendre que vous étiez assez nombreux sur le parcours, et soit du début à la fin, ou soit au moins sur certaines étapes. Quels étaient les effectifs mobilisés alors? Donc les effectifs, nous on était 30 Européens, je peux dire, à partir, dont des amis à nous, de notre famille, des personnes qui venaient pour plaider la cause. Mais il n'y avait pas que des Européens, forcément, parce qu'il y avait besoin d'avoir des porteurs, des guides avec nous. Et donc tout ce groupe-là, on était à environ 120, je crois, c'est ça. Donc 90 porteurs. Ah bah non, du coup 130, donc 90 porteurs, une dizaine de guides, et nous, notre groupe de 30 à venir à l'assaut du Kilimanjaro. Et donc techniquement, donc, votre papa était dans une joëlette, c'est ça, ce qu'on utilise pour faire de la progression en montagne? Alors en fait, la joëlette, elle était là, on se doutait qu'il en aurait forcément besoin à un moment donné, mais elle était là pour juste l'aider dans les parties qui seraient difficiles pour lui. Donc, faut savoir qu'il l'a utilisé. Donc, nous, les 4 premiers jours d'ascension, il n'en a pas du tout eu besoin. Et en fait, c'est qu'au 5e jour, pour l'ascension finale, donc on part de 4700 mètres pour aller jusqu'au sommet à 5895, c'est que ce dernier jour-là qu'il en a eu besoin. Il y a eu un moment où on avançait trop lentement et ça devenait compliqué. Donc là, on a dû le mettre dans la joëlette pendant seulement environ 1 heure. Donc il y avait 8 porteurs qui étaient là à pousser la joëlette. Et ensuite, il en a eu besoin un deuxième moment pour l'aider, pour qu'il se repose un petit peu juste pour la dernière partie finale. Et après, il s'en est servi un petit peu pour la descente. Et donc, on peut dire que 90% du temps, il n'en a même pas eu besoin. Donc un bel exploit physique de son côté. Ouais, et puis ce qui est encore plus fou, c'est que c'est une des rares personnes à pas du tout avoir subi le mal des montagnes, à avoir eu aucun symptôme du mal des montagnes. Et beaucoup étaient vraiment malades, vomissaient, avaient mal au crâne, des gros coups de fatigue. Et papa, c'est une des 3 personnes à pas du tout avoir subi ça. Et quand on lui demande de comment s'est passée son ascension, bon, forcément, ça a été dur physiquement, on va pas mentir là-dessus, mais ça s'est pour lui bien mieux passé que pour la plupart d'entre nous. D'accord. Et ça, c'était dû à sa préparation, ou c'est le fait que, de façon, je dirais, statistique, il fait partie de ceux qui digèrent bien l'altitude? Ça, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu un mystère, on n'arrive pas trop à comprendre. Il y a plusieurs trucs, donc ouais, il y a eu la préparation, mais bon, il n'était pas préparé à l'altitude et à une haute altitude comme ça, donc sûrement pas la préparation physique, mais il prenait un médicament contre le mal des montagnes, donc c'est peut-être ça. Et moi, mon explication aussi, c'est que je me suis dit que peut-être que lui, comme toutes ses forces étaient mobilisées sur le fait de devoir grimper, de devoir gravir, de devoir se concentrer sur sa marche, etc. Je me suis dit peut-être que toutes ses forces et toute son énergie a été mobilisée sur d'autres muscles, d'autres parties de son corps. Et du coup, le mal des montagnes, ça devenait complètement accessoire. Enfin, je sais pas. Je suis pas médecin, mais je sais pas. C'est un peu un mix des 3, peut-être. Et l'arrivée au sommet, et si vous pouvez nous raconter un peu ce moment et quelles ont été les émotions perçues? Alors, l'arrivée au sommet, je pense que personne l'a vécu. Chacun a vécu sa propre arrivée, parce que déjà, le groupe a été divisé en plusieurs parties. Et donc, nous, on était avec papa, le dernier groupe arrivé 1 heure après tout le monde. Donc, il y en avait plein qui nous attendaient en haut. Et je pense que quand tout le monde nous a vu arriver, il y en a plein qui se sont effondrés en larmes. On les voyait, ils étaient heureux de nous voir et l'émotion était là. Nous, on marchait encore. Moi, personnellement, j'étais encore dans l'effort, donc j'arrivais pas à réaliser qu'on était en haut. Et c'était assez étrange, parce qu'on est content d'être en haut, mais on ne le vit pas pleinement parce que l'effort est quand même assez dur. Mais je pense que pour la plupart des personnes, tout le monde était tellement content de joie, de fatigue, donc tout le monde se mettait à pleurer. C'était vraiment un beau moment. Ouais. Moi, j'ai pas du tout vécu la chose comme Théo. Lui, c'est vrai que Théo, il était vraiment dans l'effort, il a souffert de l'altitude. Moi, ça faisait bien
1 ou 2 kilomètres que je voyais le sommet se rapprocher et je prenais de plus en plus conscience. Donc l'émotion montait. Et au moment où on aperçoit les autres au loin, ça a été une vague d'émotion parce qu'en fait, ils nous attendaient depuis longtemps, comme disait Théo, 1 heure, voire 1h30, 2 heures. Et ils y croyaient plus du tout. C'est ce qu'ils nous ont dit. Après, ils y croyaient plus. Ils étaient passés par ce même chemin en se disant, oh là là, nous, on souffre comme ça. Pour Olivier, ça va être dur. Et du coup, ils y croyaient plus. Et ils nous ont vus arriver. Et je pense que ça venait nulle part pour eux. Et en fait, il s'est formé une espèce de marche un peu religieuse. Ils se sont tous mis en arc de cercle et on était en train de chanter vers le panneau. Et tout le monde, mais les gens, mais vraiment, ils pleuraient mais à chaudes larmes. Et on est arrivé au sommet, il y a des gens qui se sont écroulés par terre, qui se sont mis à pleurer. Et il est arrivé au panneau. Et ouais, les gens étaient, enfin les porteurs eux-mêmes, alors qu'ils font ça, ils font des sommets, ils font 3 fois le sommet par mois. Les porteurs eux-mêmes étaient en larmes et ils voulaient tous leurs photos avec papa. Et ah ouais, c'était un moment, le moment le plus fort de ce périple. Et justement, lui, comment il a exprimé et il a ressenti ou comment il raconte son arrivée? Bah, il la raconte pas en fait. On lui a pas demandé encore comment il avait vécu le sommet, mais ça se voyait sur son visage qu'il y avait de tout. Il y avait de l'émotion et il y avait une grosse fatigue due à l'effort. Et il s'est posé devant le panneau et il a pu bouger pendant 10 minutes parce que tout le monde prenait des photos avec lui. Mais j'avoue qu'on lui a même pas demandé quel souvenir il a de l'arrivée au sommet. Et la descente s'est bien passée, parce qu'une fois que l'émotion de l'arrivée est là, il faut quand même faire le chemin retour. Ça s'est bien passé? Je crois que pour la plupart, ça a été compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui voyaient que la montée. Et quand on arrive en haut, là, on se relâche parce qu'on se dit c'est la fin, alors que pas du tout, il faut bien redescendre. Donc pour plusieurs, ça a été très dur. Il y en a qui ont dû redescendre en urgence parce qu'ils commençaient à avoir un mal des montagnes assez sévère. Pour papa, lui, il a tout fait en joëlette, la descente. Donc ça a été plutôt rapide. Ça lui a fait beaucoup mal au dos parce que là, il y avait beaucoup de chocs. Mais la descente s'est globalement bien passée, oui. Ok, donc là, globalement, cette opération-là, donc c'est peut-être le sommet des événements que vous avez vécus là depuis quelques années. Donc vous dites que ça a mobilisé 120 personnes au total et dans votre association, une vingtaine de Français ou d'Européens qui ont fait le déplacement, c'est ça? 30, on était 30, ouais. Et en termes de budget, ça a été un gros budget Ouais, alors l'ascension du Kilimandjaro, c'est très cher. Il faut forcément passer par une agence. Donc, faut compter, nous, on a compté $1 700 pour l'ascension, enfin la prestation du guide, de l'arrivée à l'aéroport jusqu'au départ de l'aéroport. Et après, il faut rajouter le billet d'avion. Et c'est 1 700 € par participant? Ouais. Pas $1 700 par participant. Ouais, c'est ça. Mais c'était aux frais de chacun. Chacun payait son ascension. Nous, les seuls frais que l'association a mis en place pour ce projet, c'est tout ce qui était lié à l'ascension de papa, donc la location de la joëlette, le fait d'aller la chercher, le fait de la redéposer, et tout ce qui est lié à la communication. Donc, on a fait venir quelqu'un qui va faire un reportage, quelqu'un qui nous a fait des photos et quelqu'un qui va gérer nos réseaux sociaux. Donc voilà, c'était lié à ces frais-là. Mais sinon, le reste, c'était aux frais de chacun. Et vous avez eu des soutiens particuliers pour cette opération? Si on les cite, c'est qui vos soutiens principaux? Ouais, alors on a eu 3 sponsors. On a eu Aesio Mutuel, on a eu Groupama qui nous suit depuis plusieurs années maintenant, et on a eu Crédit Mutuel. D'accord. La banque de Saint-Pierre-Soit. D'accord. Donc c'est des sponsors que sur cette opération ou ils suivent l'association plus longtemps? Alors Groupama nous suit depuis 3 ans maintenant, et les autres non, c'était ponctuel. Et chaque année, on essaie de trouver de nouveaux sponsors. Il y en a qui peuvent nous aider sur une année, mais pas l'autre. Donc c'est assez. Ouais. Il n'y a que Groupama pour l'instant qui nous suit d'une année à l'autre. Parfait. Donc là, retour du Kilimandjaro, on remet un peu les pieds sur terre, on digère l'émotion. Voilà, on est en vacances et donc on pense au défi suivant. Donc, quelles sont vos idées pour la suite? Alors nos idées pour la suite, nous,
le défi a tellement été bénéfique pour nous, pour l'association et pour papa, que là, on est vraiment dans cette optique de poursuivre dans la même optique, justement, de toujours inclure papa dans le projet, parce que c'est tellement bénéfique pour lui. Oui. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais comment ça s'est traduit, ces bénéfices, justement? Alors en fait, quand papa, on lui a annoncé, on lui a proposé de venir faire le Kilimandjaro, donc tout de suite, il a été fou de joie, parce que ça fait des années qu'il part plus trop en vacances, que son seul dépaysement, c'est de quitter sa maison, d'aller à son travail, revenir à sa maison, aller chez l'orthophoniste, aller chez le kiné. Enfin, il a très peu de... Enfin, il a vraiment une routine de vie et très peu de vacances. Enfin, il part très peu en vacances. Et quand on lui a proposé ça, tout de suite, il a été hyper enjoué. Et dès les semaines qui ont suivi, en fait, il y a eu des bénéfices énormes. J'avais eu son orthophoniste au téléphone qui m'avait dit « Mais c'est incroyable le projet que vous mettez en place. » Il a totalement changé d'état d'esprit dans le suivi qu'on a. Il est beaucoup plus dans le... il se laisse soigner, alors qu'avant, papa, c'était quelqu'un qui... il n'a jamais besoin d'aide. Voilà, il n'est pas du tout dans une optique de soins et jamais on peut lui venir en aide. Il refuse toute aide. Et depuis ce projet, on a mis plein de choses en place, un peu en ultimatum, en disant « Ah ben non, mais si tu veux faire le Kilimandjaro, il faut absolument que tu te fasses suivre par un kiné, quoi. » Et il y a plein de choses qui se sont mises en place et en 6 mois, ça a plus avancé qu'en 10 ans parce que justement, il était dans un état d'esprit de bien vouloir se faire soigner et dire oui à la vie, entre guillemets, alors que ça faisait quelques années qu'il se laissait pas se laisser mourir, c'est un peu dur de dire ça, mais qu'il se laissait je sais pas comment dire autrement, mais ouais, il se laissait un peu mourir, il avait plus d'objectif de vie, quoi. Il avait plus le mental qui suivait, et là il s'est refait un mental en se donnant un objectif, quoi. Alors il a toujours eu un mental, il va jamais se laisser mourir à proprement parler, mais là il a retrouvé une raison de vivre, quoi. Oui, il devait être prêt. Et les bénéfices après, justement? Vas-y, Théo. Ouais, justement, pour poursuivre, en fait, on voit bien, mais il y a plein de gens qui le disent, même après, quand ils le voient, et ben, ils se disent, c'est impressionnant quand même son regard, il a changé. Ça se voit que maintenant, il est plein de vie, et même là, je suis encore passé le voir avant-hier, et il nous souriait, mais sans raison. On lui a dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui te fait rigoler, mais c'est juste, il est heureux en ce moment, quoi. Et donc, les bénéfices sont bien au-delà de ce qu'on espérait, parce qu'ils se poursuivent même encore après, et on espère garder ces bénéfices-là le plus longtemps possible. Ouais, et il y a tout ce qu'il y a aussi lié à la maladie. Enfin, il a retrouvé la parole. Enfin, il parle beaucoup mieux, là. Et depuis le Kilimandjaro, il parle, il est beaucoup plus audible, il parle plus fort, et c'est plus clair quand il parle. Alors qu'il a arrêté l'orthophoniste il y a quelques mois parce qu'elle est partie en congé mater. Donc il y a vraiment eu un énorme bénéfice parce qu'en fait, il a été stimulé pendant cette semaine-là. Il a été entouré de 30 personnes, alors que d'habitude, les seules personnes qui l'entourent, ce sont ses collègues de travail, ses médecins, Théo et moi. Et là, il a été stimulé par 30 personnes, il a dû parler, il a dû évoquer plein de sujets différents d'habitude. Et aujourd'hui, il parle vraiment beaucoup mieux. Et donc, ça donne envie de lancer un nouveau défi. C'est ça. Alors, quels sont les sujets au programme? Alors nous, comme je disais, notre objectif, c'est de le laisser dans la boucle, de l'inclure un maximum. Et nous, on a trouvé vraiment notre voie dans le sens où notre association, elle doit parler de la maladie de Huntington. Et le fait de l'inclure dans le projet, c'est donner encore plus de sens au projet. Donc voilà, on réfléchit à un défi où il pourrait participer. Et nous, on aimerait bien, pourquoi pas, faire quelque chose avec le triathlon de Deauville. Donc à voir quel format, mais faire quelque chose tous les trois, Théo, papa et moi, autour d'un triathlon. Donc là, l'enjeu, ça va être autour du matériel, réussir à trouver le bon matériel pour inclure papa et pouvoir fournir un effort, Théo et moi, tout en soutenant papa dans son effort autour d'un triathlon. Si toi aussi tu as envie de rejoindre la team Respirer Solidaire et soutenir l'association On détonne contre Huntington, rendez-vous dans le prochain magazine Respirer Sport.